nous allons nous intéresser aux erreurs judiciaires, et pas des moindres. Omar Haddad, Patrick Dils et Marc Machin. Quelqu'un dont j'ai prouvé l'innocence a été condamné à une peine qu'il ne mérite pas. Et on va pouvoir rattraper 15 ans. Ça m'a fait moi dans cette histoire-là, il n'y a pas seulement 2 victimes, il y a 3 victimes. Et je dis c'est un cauchemar, j'aimerais dire. 3 parcours, 3 hommes condamnés pour des crimes qu'ils n'ont finalement jamais commis. Et s'il y avait un avocat qui, comme ce serait normal, comme c'est le cas dans beaucoup de pays, assiste le suspect au cours de la garde à vue, aucune de ces affaires n'aurait eu lieu. Avec eux, dans ce documentaire, je reviendrai en tête-à-tête sur leur parcours judiciaire. Vous allez le voir, c'est une conversation sans tabou. Ils sont faits exprès. Ça fait, c'est pas pareil. N'importe qui, au jour d'aujourd'hui, peut être amené à avouer n'importe quoi sous la pression. À mes côtés, j'ai la joie d'avoir Roger-Marc Moreau, le détective qui est à l'origine de la libération d'Omar Haddad. Bonjour. Bonjour. Alors Roger-Marc, est-ce qu'on a une chance, enfin, de voir Omar Haddad en révision pour être blanchi? Parce que finalement, à ce jour, il n'est toujours pas. Je l'espère bien. Nous sommes en train de nous battre actuellement avec la nouvelle avocate, Sylvie Novakovic, pour déposer une nouvelle requête en révision. Avant de revenir avec toi, Roger-Marc, sur ce dossier Haddad, je propose maintenant à nos amis téléspectateurs de nous remettre en tête ces 3 affaires. Peut-on réellement réparer une erreur judiciaire? Est-on capable de trouver la force de se reconstruire quand on a été victime? Quand la justice se trompe, c'est tout de suite. C'est un garçon hagard qui sort de prison. Comme un enfant, Patrick Dils se laisse guider par ses avocats. Il vient de passer 15 ans derrière les barreaux et face à la meute de journalistes, son premier contact avec l'extérieur est plutôt rude. Je me suis retrouvé devant une situation que j'attendais depuis 15 ans, voilà, quelque part je ne croyais plus, parce que pourquoi aujourd'hui oui, alors que ça a toujours été non. Enfin, on va pouvoir respirer, enfin on va pouvoir serrer Patrick dans nos bras là, et on va pouvoir rattraper 15 ans. Ça m'a fait moi dans cette histoire-là, il n'y a pas seulement 2 victimes, il y a 3 victimes. 2 pauvres femmes qui ont été lâchement assassinées alors qu'elles ne demandaient rien à personne, et moi qui a fait 6 ans de placard pour rien gratuit. En France, c'est-à-dire si un dossier il est vide, sur de simples soupçons, convictions, tu peux te retrouver condamné à tort, être enfermé pour rien. 7 heures de délibération et la condamnation tombe. 18 ans de réclusion criminelle pour Omar Haddad. Les jurés lui ont accordé les circonstances atténuantes. À l'annonce du verdict, les cris fusent. La femme d'Omar Haddad s'évanouit, crise de nerfs. Elle quitte le tribunal en ambulance. Le père de l'accusé, atterré, ne dit pas un mot. C'est Maître Vergès, l'avocat du jardinier, qui harangue violemment le public. Quelqu'un dont j'ai prouvé l'innocence a été condamné à une peine qu'il ne mérite pas. C'est la célébration du centenaire de l'affaire Dreyfus. Il y a 100 ans, on condamnait un jeune officier qui avait le tort d'être juif. Aujourd'hui, on condamne un jardinier parce qu'il a le tort d'être maghrébin. Alors commençons par le commencement, le tout début de ces affaires. Patrick Dils, Omar Haddad et Marc Machin ont un point commun. Un jour, leur vie a basculé. Ils étaient sur leur lieu de travail ou chez eux et la police a déboulé. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils n'y étaient pas du tout préparés. Rappel des faits. Omar, comment est-ce que toute cette affaire a commencé pour toi? Pour moi, de départ, ça commençait comme une caméra cachée. Malheureusement, c'est pas caméra cachée, c'est des choses que j'ai jamais croyais, ça va m'arriver. À l'époque, tu es jardinier, c'est ça? J'étais jardinier à Cannes, le mardi, à 11h30.
Ils sont réveillés, les gendarmes, où j'étais avec ma famille, ils sont tapés à la porte. Ils ont demandé ce que M. Omar Haddad est là. J'ai présenté à la porte, j'ai dit oui, c'est moi. Il m'a demandé est-ce que tu peux venir avec nous. J'ai dit oui, mais quelle raison? Il m'a dit non, on ne peut pas te dire, on ne sait pas. J'ai résisté à peu près une dizaine de minutes. À la fin, j'ai dit à ma femme, bon, je vais aller voir ce qui se passe. J'ai parti avec eux jusqu'à garde de vue de Toulon, me fermer des pièces. J'ai résisté, pourquoi je suis là. Il m'a dit, je suis désolé, nous on ne sait pas. Maintenant, tu vas attendre le gendarmerie de Cannes, elle va te chercher, après c'est eux, elle va t'expliquer pourquoi. Mon père vient me voir dans la chambre avec mon petit frère et mon cousin. Il me pose la question, il me dit, qu'est-ce que tu as fait quelque chose de mal ces derniers temps, récemment? Je lui dis, non, écoute papa, à part un petit peu de vol à l'étalage et du chichon, rien de grave, rien d'autre à part cela. Et donc quand ils arrivent, ils me disent, on vous emmène avec nous. Il se fait placement en GAV, signature, tout. Et je leur demande, mais qu'est-ce que vous me reprochez? Qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi vous voulez? Je comprends pas, c'est aberrant. Ils me disent, on le dira plus tard aux locaux. Moi, je savais pas que j'allais en direction du 36 quai des Orfèvres. J'en avais même pas conscience. Donc, un choc. Ça t'était déjà arrivé de te faire serrer comme ça ou pas? Ouais, pour des petits délits. Jamais un truc... Mais tu ressentais une différence de traitement, même dans la manière dont ils t'interpellaient? Tu disais, il y a quelque chose... C'était froid, ouais, j'ai senti comme un vent glacial. C'était pas comme des autres OPJ qui viennent et oui, ils te disent directement qu'est-ce qu'on te reproche, pour quel fait tu es arrêté, interpellé, placé en garde à vue, tout simplement. Mais t'avais un casier ou pas? Ouais. Mais pas un gros casier? Non, des petits voyous. Je suis apprenti cuisinier, je suis à quelques semaines de passer mon CAP et déterminé comme tous les jeunes, quoi, à vouloir réussir sa vie. Et puis là, bon c'est la cassure, puisque je suis interpellé pour la 3e fois, si mes souvenirs sont exacts, et en quittant le restaurant. J'étais qu'un enfant à l'époque, j'avais 16 ans. Je pense que comme tous les enfants de 16 ans, on a des rêves plein la tête. Et puis, ils ont été brièvement interrompus. C'est sur la base de quoi que les gendarmes sont venus t'attraper? Ma mère m'a transmis la passion de la philatélie. Et j'allais chercher très régulièrement dans la benne du de Mathieu Hébard des timbres. Et l'enfant que moi j'étais n'a pas voulu dire, quand il y a eu l'enquête de voisinage, que j'étais dans la rue parce que je cherchais des timbres. Le petit mot fouille poubelle, j'aurais pas supporté. Je reconnais au jour d'aujourd'hui que c'est stupide, mais quand on est enfant, on réagit pas comme un adulte. Et moi, je tiens pas une belle image de moi à l'époque. On m'appelait le fil de fer, le canard boiteux, Rambo, enfin, etc., etc., etc. Et je le vivais très très mal. Et il s'est avéré par la suite, au niveau des enquêtes de voisinage, qu'on avait vu un adolescent avec un sac poubelle se diriger dans la rue Venizelos, et forcément, on a su que c'était moi, et ils sont partis sur une base très simple, qui vole un œuf, qui ment une fois, est capable de mentir sur tout le long de la ligne. Au moment où ces 3 hommes sont interpellés, les enquêteurs, policiers ou gendarmes, ont déjà formé une conviction. Avant leur interpellation, ils ont réuni des éléments, des témoignages, des éléments matériels, ils ont réfléchi, ils ont construit une hypothèse et ils sont arrivés à une conviction. Alors, la conviction des enquêteurs, elle n'est pas nécessairement erronée. Ils peuvent avoir raison. S'ils ont raison, tant mieux. S'ils ont tort, le drame se noue. Ça veut dire que tu arrives à la crime et qu'ils ne te disent pas immédiatement pourquoi tu es là? Ouais, c'est exact. Ils te laissent mariner, quoi. Ouais, ils me laissent mariner, ils me demandent mon emploi du temps, mon alibi, donc je leur dis que c'est flou, c'est vague, vraiment dans ma tête, dans ma mémoire. Et je me souviens plus très bien cette fameuse nuit-là du 31 novembre au 1er décembre 2001, où est-ce que j'étais exactement. Et donc je réfléchis, tout ça, et je me dis, j'ai passé la nuit chez un copain avec un bon copain d'enfance. Et voilà, on s'est endormi vers les coups de 4h, 5h du matin.
On a fait fumer quelques pétards et jouer à la console, à la PlayStation 2, et ensuite on s'est endormi. Lui, il est rentré chez sa mère, au domicile de chez sa mère, vers 9h du matin. Moi, j'ai quitté le domicile de mon copain qui était absent, lui, de son appartement. Vers les coups de 9h30, 10h, je suis passé à une épicerie, j'ai acheté un petit jus. Je suis rentré chez moi à pied, à Port de la Chapelle, ici. Les gendarmes m'ont posé plein de questions, beaucoup de questions. Mais tu comprends ce qu'ils te disent ou pas tellement? Quelques questions, je comprends. Genre quoi? Il y a beaucoup de questions que je ne comprends pas. Ouais. Par exemple, qu'est-ce que vous faites le démarche? Est-ce que vous travaillez? Checkez vos travail, ça, je comprends. Mais il y a beaucoup de questions, je n'ai pas compris. Et des fois, il y a des choses que je n'arrive pas à dire en français. Je termine ma phrase en arabe. Il n'y a pas d'interprète? Non, je l'ai demandé. Ouais. J'ai demandé, ils m'ont refusé. Ah, ils ont refusé. Je l'ai demandé, ils m'ont refusé l'interprète. On légalise la garde à vue en 1958, et à partir de ce moment-là, on crée un système, qui est le système actuel, dans lequel les suspects sont interrogés sans savoir à partir de quels éléments on a formé une accusation contre eux. Et on les place dans une situation de faiblesse intellectuelle et morale qui ne peut pas être équilibrée. Et ils ont quoi comme charge contre toi? Il m'a dit, il faut te dire, c'est toi. Parce qu'on a les preuves, 100% on le sait, c'est toi. Je dis, mais c'est pas moi. Et c'est là il m'a monté les photos où c'est marqué « Omar m'a tué ». Moi, je ne sais pas qu'est-ce qui est écrit, mais Omar, je sais comment c'est écrit, mon nom. Et là, comme je viens de dire tout à l'heure, tout de suite, j'ai dit, mais c'est pas trop compliqué. C'est la personne qui a tué Madame Marchal, c'est lui-même, il a écrit. Il m'a dit, non, c'est vous. Donc quand j'apprends ça, au bout de peut-être, je sais pas, 7, 8 heures, 10 heures dans les locaux, j'entends des nuits, comme si le ciel il me tombe sur la tête. Et je réalise pas, et je dis c'est un cauchemar, j'aimerais réveiller. Quel âge tu avais à ce moment-là? 19 ans, je suis très jeune. 3 ans de différence avec Patrick Dils. 16 ans, moi 19 ans. Donc t'es déjà j'étais presque encore un gosse, quoi. Ouais, un jeune homme, vraiment un gamin, moi. Parce que j'étais pas mûr, construit. Donc j'étais vraiment, ouais, on peut dire même un gamin. 19 ans, mais dans la tête, l'âge de l'adolescence, 14-15 ans. Donc immature, instable. Comment tu réagis, toi? On réagit pas. On réagit pas parce que on comprend pas vraiment ce qui se passe. On comprend pas vraiment ce qui se passe parce que dans la tête de l'adolescent que j'étais, encore une fois, même si on est extrêmement novice par rapport à la vie, il y a des choses quand même que l'on connaît. La justice, elle est là pour protéger. La justice, elle est là pour la vérité. Et l'enfant que j'étais, n'ayant rien à se reprocher, était confiant. Moi, il ne peut rien m'arriver, j'ai rien fait. Il m'a laissé 2 nuits sans dormir. Des fois, il me lave les chaises, je reste debout, et les questions derrière. Il voulait des aveux. Exactement. Ils sont tout faits. Mais à la fin, je me rappelle, j'ai dit, monsieur, Madame Marchal était comme ma mère. Je ne l'ai pas tuée. Je me rappelle, j'ai dit, mais pourquoi je vais tuer Madame Marchal? Qu'est-ce qu'il m'a fait? Il dit bien. Ça restait comme ça. À la fin, comme je viens de le dire, j'ai dit de toute façon, même vous me coupez ma tête à 2, la tête va parler tout seul, elle va dire c'est pas moi. Le corps va dire c'est pas moi. Ça fait ça sert à rien de me faire peur, de me laisser s'endormir, c'est pas moi, c'est pas moi. Et jusqu'à aujourd'hui. Et c'est la vérité. Combien de temps ça dure? 48 heures exactement, 2 jours. Celle-ci, elle a duré. 2 jours. Et pour quelle raison tu avoues? Sentiment d'impuissance, de l'incapacité de prouver l'innocence et donc les pressions psychologiques, tout ça. J'ai pas su avoir un mental d'acier. Déjà, les enquêteurs ont une conviction qui s'est formée sur des éléments
dont les accusés n'ont pas connaissance. Mais s'il y avait un avocat qui, comme ce serait normal, comme c'est le cas dans beaucoup de pays, assiste le suspect au cours de la garde à vue, aucune de ces affaires n'aurait eu lieu. Il est clair, notamment dans le dossier de Marc Machin, que lorsque celui-ci aurait su, lui et son avocat, qu'il était accusé d'avoir commis un meurtre à tel endroit, sur le périphérique, où des caméras de télévision fonctionnent en permanence, l'idée serait venue de dire, mais allez voir ce qui a été filmé. Cette idée n'est pas venue parce que les enquêteurs n'ont pas été contrariés dans leur démarche intellectuelle. Les aveux sont la pièce maîtresse des dossiers de l'accusation. Comment en vient-on à s'accuser d'un crime qu'on n'a pas commis? Patrick Dils, comme Marc Machin, se sont auto-accusés au bout de longues heures d'interrogatoire en garde à vue, pour ensuite évidemment se rétracter, mais vous allez le comprendre, il était bien trop tard. Je suis dans l'impuissance, l'incapacité de prouver mon innocence. Donc eux, à partir de ce moment-là, commencent à s'acharner et se dire avoue, dis-le que c'est toi, soulage ta conscience, ça va te faire du bien. Donc moi, je leur dis que je suis étranger aux faits, je continue à rester dans ma position et dire la vérité. Et tellement je suis lessivé, fatigué des interrogatoires, j'en peux plus. Alors voilà, j'ai vu les photos du cadavre, les lieux du crime, les vêtements de la femme, de la victime. Donc à partir de ce moment-là, j'ai pu monter une histoire qui tienne à peu près debout. Il y a un OPJ, le commandant, qui est maintenant à la retraite, à l'époque, qui s'est occupé des plus grands, vous le connaissez, M. Mulès. Et donc il m'a pris hors audition. Il m'a dit oui, ton père est gardien de la paix, t'es un fils de collègue, tout ça. Nous, on sait que tu voulais pas la tuer. Regarde, je te prends le code de procédure pénale. On va plaider en ta faveur auprès du procureur et du juge pour qu'on fasse, en espérant à peu près, on va faire en sorte que tu prennes une peine de 10 ans. Essayer de faire passer ça en homicide involontaire, un meurtre qui n'était pas prémédité ni quoi que ce soit. Et nous, si tu le souhaites, on t'écrit, tu nous écris, on viendra même te voir au parloir, te rendre des visites. Et donc ils me disent, ouais, tu t'en feras 4-5 et tu sortiras en liberté conditionnelle. Et donc vu que moi, ils me croient pas, que j'en ai marre de tout ça, je me dis, voilà, je vais faire des aveux pour que ça cesse. J'ai pas pensé aux conséquences et à tout ce qui allait arriver et ça allait engendrer derrière. À 19 ans, j'étais vraiment... Non mais t'es prêt à faire même 4 ans de prison, t'es prêt à les faire? Pas 4 ans, non, mais moi je me disais que j'allais faire peut-être 2-3 mois et au moment des résultats ADN, qu'on verrait que j'y étais pour rien. Voilà. Donc le marché qu'ils te propose, tu te dis c'est un marché finalement acceptable? Non, pas acceptable, c'est inacceptable des choses pareilles. D'endosser une responsabilité pour un crime qu'on n'a pas commis. Mais dans ce cas-là, tu peux réagir. Non, c'est des gens expérimentés. Ouais. Il faut y être et le voir au moins une fois de ses propres yeux pour savoir comment ça se passe réellement. Vraiment. Donc, ça paraît incroyable. Mais même moi, au jour d'aujourd'hui, je comprends pas pourquoi j'ai pu endosser cette responsabilité. Dans le cadre d'une enquête de police, on a beaucoup de mal à résister à la tentation de parler. Surtout si on est innocent. On parle. Car le désir de s'expliquer est beaucoup plus fort que la crainte qu'on devrait avoir devant les méthodes utilisées contre soi. Il y a très peu de gens capables de résister aux interrogatoires au cours de la garde à vue. Il y a un seul moyen de résister, c'est de ne pas parler. Voilà, il n'y en a qu'un. Et n'allons pas croire que la garde à vue est un lieu, est un ring de boxe où les policiers ou les gendarmes se relaient pour frapper le suspect et obtenir sous les coups des aveux. Ça arrive, mais ce n'est pas du tout nécessaire. Et c'est ce qu'on voit très bien dans ces dossiers. La persuasion, la douceur, la gentillesse, la flatterie sont beaucoup plus efficaces que la violence. N'importe qui
et ça je l'affirme haut et fort aujourd'hui, n'importe qui, au jour d'aujourd'hui, peut être amené à avouer n'importe quoi sous la pression. Donc c'est sous la pression qu'on en vient à avouer un crime qu'on n'a pas commis. On m'a mis dans un contexte en fait. Et ce contexte a été le suivant, c'est-à-dire que, mais écoute, garçon, t'es quelqu'un d'intelligent. On est d'accord sur ces 5 minutes. T'as été à la poubelle, t'as cherché tes timbres, jusque-là tout va bien. Mais tu t'es pas absenté 5 minutes. Ah oui, ton papa, ta maman, elle me dit que tu t'es absenté environ 5 minutes. Pas de problème. Ton petit frère, il dit que tu t'es absenté peut-être 2 ou 5 minutes. Pas de problème. Mais ton papa, lui, il ment pas. Ton papa dit que tu t'es absenté un quart d'heure. Ah, effectivement, pour moi, même aujourd'hui, mon papa, il ment pas. Alors comment expliquer l'inexplicable? Quelque chose qui n'existe pas. Je sais pas. Ah, tu sais pas. On va tout reprendre depuis le début. Tu rentres de la Meuse, tu donnes un coup de main à décharger ou pas, ça c'est pas un problème, tu vas chercher tes timbres. Et puis là, t'es quelqu'un d'intelligent. Mal assis dans la voiture, tu marches un petit peu pour te dégourdir, t'aperçois les 2 petits vélos. Imaginons, ce ne sont là vraiment que des suppositions. T'es inquiet, c'est pas normal de voir 2 petits vélos sans leurs occupants. Tu montes sur le talus. Là, tu vois les enfants. D'ailleurs, tu reconnais ton petit voisin. Et comme tu es quelqu'un de poli, bah, tu lui dis bonjour. Et puis là, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Peut-être parce qu'ils se sont moqués de la couleur de tes cheveux. Peut-être parce que tu les as vus jouer à touche-pipi. Peut-être parce qu'ils t'ont vu faire tes besoins. Enfin, on peut tout imaginer. Tu veux leur faire peur. Tu te baisses, tu prends une pierre. Mais imaginons, hein, ce sont là vraiment que des suppositions. Eh ben, tu veux leur faire peur. Et malheureusement, tu fais mouche. Le premier enfant tombe au sol. Mais imaginons, hein, vraiment que des suppositions. Hein. Et là, complètement paniqué, tu te baisses, tu prends une 2e pierre. Et malheureusement, ben, tu blesses le 2e enfant qui tombe au sol. Mais imaginons, hein, vraiment que des suppositions. Et là, complètement paniqué, tu ne sais plus quoi faire. Tu pars à la recherche d'une grosse pierre. Et puis, ben, tu termines le travail. Et tu rentres chez toi en courant. Qu'est-ce que l'inspecteur venait de faire? Il venait tout simplement de me proposer, on va dire entre guillemets, un scénario tout à fait plausible sur le déroulement de l'histoire. Il me suffisait simplement de redire ces mots-là pour devenir de parfait coupable. Alors bien évidemment, pourquoi le dire, pourquoi le faire si je suis innocent? Ben, c'est tout simplement la pression, la fatigue, la lassitude. Écoute garçon, ce n'est pas grave, un accident, ça s'explique. Et demain, tu rentreras chez toi et tu iras travailler. Ce qui est particulièrement frappant dans ces 3 affaires, c'est qu'on voit les enquêteurs très habilement fournir aux suspects des informations qu'ils ne détiennent pas et qui vont donner à leurs aveux une vraisemblance qu'ils n'auraient pas eue s'il n'y avait pas eu cette garde à vue dans des conditions de déséquilibre des forces en présence inacceptables, mais inacceptables sur des principes d'équité élémentaires qui frappent tout le monde une fois qu'il est trop tard, mais jamais avant, parce que quand une personne a avoué un crime grave, la question revient, mais pourquoi? Un innocent n'avoue pas. Mais si, un innocent avoue. Un innocent avoue. Et les raisons d'avouer sont multiples. Il y a d'abord la fatigue, l'usure, l'influence qui s'exerce. Et puis il y a le sentiment très naïf qu'un aveu n'est pas grave, puisque l'enquête commence. On pourra toujours démontrer son innocence après. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que l'enquête ne commence pas, elle se termine. Et alors, une fois que tu as avoué, est-ce que tu te sens comme libéré? On ne se sent pas libéré, on se sent épuisé. Et à ce moment-là, j'ai qu'une envie, qu'un espoir, c'est voir ma famille. Et l'inspecteur me dit, écoute, maintenant, il va falloir le dire à tes parents. On fait quoi? Est-ce qu'on le dit nous-mêmes ou est-ce que tu préfères le dire toi-même?
Le petit naïf que j'étais, dit à l'époque, bah, je préfère le dire moi-même. Pourquoi je dis le petit naïf? Parce que dans ma petite tête d'adolescent, je pensais pouvoir voir mes parents tout seuls et leur dire, écoute papa, maman, moi j'ai rien fait. J'ai dit des bêtises parce que je voulais qu'on me laisse tranquille. Malheureusement, ça c'est bien évidemment, on va passer comme ça. Quand mes parents sont arrivés, bien évidemment, on a déjà séparé mon père de ma mère. Mon père, on l'a mis dans une salle d'attente. Ma mère est rentrée dans une pièce où je me trouvais. Bien évidemment, je n'étais pas tout seul. Il y avait tous les inspecteurs qui étaient autour de moi. Et ma mère n'a pas eu le temps de dire quoi que ce soit. J'ai pas eu le temps de parler. Que l'inspecteur a dit vas-y, dis à ta mère comment t'as fait le coup. Ma mère a commencé à parler. On m'a pris par l'épaule. Et on m'a emmené dans un autre bureau. Dans les couloirs, j'ai aperçu mon père. Je pensais pouvoir m'approcher de lui, bien évidemment. J'ai même pas pu lui faire la bise, j'ai pas pu l'embrasser. Et puis après, bon, ben, j'ai été déféré devant le juge d'instruction le lendemain. Et puis incarcéré. Et puis 2 ans d'attente avant le premier procès. 2 ans sans aucune visite. Ce qui est terrible. Et puis, une bataille de plus de 10 ans pour pouvoir faire rouvrir ce dossier. Il est anormal que la révision soit une procédure aussi exceptionnelle, aussi rare. Et il est anormal que la justice se cabre, campe sur des positions intraitables quand elle est en présence d'une demande de révision. La demande de révision est accueillie systématiquement avec méfiance, avec une espèce de répulsion. Quand j'ai été incarcéré, je suis rentré en prison le 15 décembre 2001. Là, ça m'a mis une gifle au visage. Il me dit, Marco, comment t'as pu endosser un crime, faire des aveux pour un truc que t'as pas fait? Et c'est pour ça que sur le premier interrogatoire au fond, le 8 janvier, c'est-à-dire 3 semaines après, même pas, directement, j'ai tout expliqué en truc quasi au juge d'instruction, comment les conditions de la garde à vue, les pressions psychologiques, tout ça. Voilà, globalement, comment tout s'est déroulé de A à Z. Mais il t'a pas cru. Mais... Le 8 janvier 2002, quand je me suis rétracté pour la première fois, non, il m'a pas cru. Lui, c'était de l'intime conviction, à charge, un dossier à charge. Donc, pourquoi tu es passé aux aveux si c'est pas toi et maintenant tu te rétractes? Nous, on pense ce qu'on veut. Au cours de la garde à vue, ils t'ont mis des claques? Non, même pas, il n'y a pas eu de violence physique, car c'est que psychologique, ils m'ont amadoué. Un lavage de cerveau, carrément. J'ai pris un avocat. Il n'arrête pas de faire les demandes prévisoires. Ils sont toujours refusés. Le juge, j'ai dit, je suis obligé, j'attends le résultat, des empreintes, de mes affaires, etc., etc. Les résultats sont arrivés, négatifs, et rien contre moi. Et c'est là que je commence à m'inquiéter, parce que je dis, c'est pas possible. Et c'est là que j'ai fait une longue la grève de la faim. La première fois, j'ai fait 2 mois et 45 jours. Et la deuxième fois, c'est 2 mois et demi la grève de la faim. Moi, la grève de la faim était médiatique. Il y en a beaucoup qui m'écrivent. Ils me disent, il faut t'arrêter la grève de la faim. Il faut te prendre tes forces pour te défendre le jour de la cour d'assises. Et bien sûr, je le fais. J'ai écouté les gens là. J'ai trouvé qu'est-ce qu'il dit sur raison. Parce que moi, j'ai jamais imaginé une personne, elle n'a rien fait, elle n'a rien vu, elle n'a rien attendu. La justice, elle va la condamner à 18 ans de prison. C'est quelque chose que j'ai jamais imaginé. Donc tu avais une haute idée, une haute image de la justice en France. Avant 91, est-ce que quelqu'un est condamné pour moi à 100% le coupable? Là, je me suis trompé. Je me suis trompé parce que ça m'arrivait à moi-même d'entrer en prison. La justice m'a condamné à 18 ans pour quelque chose que je n'ai pas fait. Ça fait ça, pour moi, c'est un grand changement. Je n'ai jamais croyé la justice française et se trompe. C'est les gens dont la personnalité est faible. C'est les gens jeunes, manquant de maturité et convaincus
que le système judiciaire fonctionne tellement bien qu'au bout du compte, même s'ils disent des mensonges, la preuve de la vérité apparaîtra. Ce sont des gens qui ont foi, qui ont confiance dans l'institution judiciaire. Ceux-là sont plus exposés que les autres. Vaut mieux se méfier. C'est les gens dont la personnalité est faible. C'est les gens jeunes, manquant de maturité, et convaincus que le système judiciaire fonctionne tellement bien qu'au bout du compte, même s'ils disent des mensonges, la preuve de la vérité apparaîtra. Ce sont des gens qui ont foi, qui ont confiance dans l'institution judiciaire. Ceux-là sont plus exposés que les autres. Vaut mieux se méfier. On m'a souvent reproché, mais pourquoi t'as pas parlé au premier procès? Ben parce que une cour d'assises, c'est extrêmement impressionnant. Et puis quelque part, ben parce que je faisais confiance au système, on ne peut pas condamner un innocent. C'est pas possible. Il aura fallu que je sois condamné à la perpétuité. Que je revoie mes parents et que je m'effondre en larmes pour dire maintenant, ben, il faut faire quelque chose, il faut réagir. Dils va garder le silence jusqu'au procès. Si bien que les magistrats sont en face de quelqu'un qui s'offre à eux en sacrifice. Et il était tout à fait normal, dans ces conditions, que ça aboutisse à sa condamnation. Ça ne pouvait pas être autrement. Moi, à la fin du dossier, au moment de clôturer le dossier, quand il m'a proposé, il m'a dit qu'il y avait une possibilité de faire un complément d'enquête et d'expertise. J'ai dit oui, oui, tout de suite. Le jour de la reconstitution, c'est moi qui j'ai joué les Sherlock Holmes. Voilà, je me suis aperçu qu'il y avait des caméras au niveau de la route de la circulation périphérique qui donnent sur la Défense. Et dans les lampadaires là, du bout de 360 degrés. Et donc je dis à mon avocat, maître, dites au juge d'instruction que j'aimerais, mais je souhaite, je veux qu'il fasse des demandes, des retraits auprès de la police routière. Ils me disent, désolé, monsieur Machin, on conserve les cassettes que 6 mois. Alors que c'était 10 mois après que moi je m'en aperçois et que je le demande. Pourquoi ça n'a pas été fait le 1er décembre 2001, lors de l'enquête préliminaire? Comment des OPJ, des inspecteurs formatés ont pu passer au travers, ne pas s'en apercevoir? Parce que tu avais fait des aveux. Ouais, mais au bout de 38 heures de GAV. Ils s'en foutaient à partir du moment de... Voilà, il faut un bouc émissaire, il faut un coupable à tout prix pour assurer les gens, la société aussi. Donc voilà. Pour moi, j'avoue, moi je fais des faux aveux, eux ils se disent, bah c'est lui, basta, ciao. Je suis désolé, c'est pas une erreur de justice. Dans mon dossier, il y a des choses qui sont faites exprès. Ça fait, c'est pas pareil. L'erreur, tout le monde a le droit de faire erreur. Mais des choses, ils sont faites exprès. Comme quoi, par exemple? Un exemple, le 3 médecins légistes, ils ont signé le dossier de Mme Marshall. Il est mort le 24 juin 1991, entre midi et 14h. Le jour-là, j'étais à Toulouse, avec ma famille. Personne n'a pas de rencontrer avec une vingtaine de témoins, le billet de train, le taxi. Jusqu'à la personne de contraire. Le juge, toujours pareil, le juge Renard, il reçoit le dossier de 3 médecins légistes et me dit Mme Marshall est morte le 24 juin 1991. Ça fait, ça ne colle pas avec déjà ce qui était déjà fait par les enquêteurs. Qu'est-ce qu'il a fait le juge Renard? Il a téléphoné à 3 médecins légistes pour dire vous êtes trompé, c'est pas le 24 il faut dire le 23. Après 3 médecins légistes, ils ont envoyé un courrier au juge. Ils ont dit on s'est trompé, c'est pas le 24, c'est le 23. Ça fait là, c'est pas une erreur, c'est la demande des juges. C'est des choses qui sont faites exprès. Et pour quelle raison il fait ça exprès? C'est les questions que je pose moi-même. C'est les questions que je pose moi-même. Quelle raison il a fait ça exprès? C'est parce qu'il a besoin d'un coupable? C'est parce que tu es marocain? Je ne veux pas dire que je suis marocain. Non. Je pense, la justice, il faut toujours un coupable. Comme c'est écrit, ils ont tout fait, changer la date, éliminer les témoins, etc., pour arriver
pour fabriquer un coupable idéal. C'était moi. Ce dossier a été fourmille d'erreurs commises pendant la période antérieure à la garde à vue, et que la garde à vue, bien entendu, a en quelque sorte gelé de manière définitive. La commission de révision a été saisie, elle a rejeté la requête. Je n'ai pas le sentiment qu'on soit sur la voie d'une révision. En France, c'est-à-dire si un dossier il est vide, sur de simples soupçons, convictions, tu peux te retrouver condamné à tort. Être enfermé pour rien. Il avait les aveux, t'étais cuit. Voilà. Il y a des aveux, il y a un témoignage à charge qui se trompe, mais voilà. Dans le dossier, il n'y a aucun élément, il n'y a aucune preuve. Que ce soit les sous-scellés, les armes, les couteaux, voilà, sous-scellés. On voit bien que les longueurs, les largeurs, rien ne correspond. Il n'y a pas de sang, il n'y a pas mon ADN sur le corps. Vice-versa, pareil, idem. Il n'y a pas de l'ADN de Marie-Agnès sur mes vêtements. Ça démontre tout, pourquoi? On ne met pas des coups de couteau à une personne sans qu'il y ait du sang sur soi. On n'est pas dans les films, dans les westerns. Il faut arrêter. Et donc à l'époque, le juge d'instruction me dit « Mais désolé, monsieur machin, moi c'est une conviction. On a une ADN, mais elle n'est pas fichée dans le truc central. Des empreintes génétiques, donc on ne peut pas l'interpeller ou expliquer la vérité sur cette affaire. » Donc, moi, lors de chaque extraction, quand j'allais voir le juge, mon avocat, il m'a toujours vu dans des états, même, voilà, même le juge, à chaque sortie, à chaque fin d'audience, d'interrogatoire, si je puis dire, je ressortais en pleurs. Parce que le sentiment d'injustice, d'impuissance, la rage, elle est gigantesque. On parle de bénéfice de doute, de présomption d'innocence en France, mais en aucun cas c'est véridique tout ça. Ce sont de belles paroles. Par nature, l'autorité judiciaire prend des décisions qui se situent au-dessus de toutes les décisions humaines. Elle en conclut qu'elle ne peut pas se tromper. Et c'est la chose terrible. C'est qu'une fois l'erreur installée, il est quasiment impossible de l'en déloger. Et c'est pourquoi les procédures de révision sont si rares. Et Dils s'est battu comme très peu de gens auront eu la force de se battre. Il faut toute la fraîcheur, la naïveté de ce milieu modeste pour résister, comme il l'a fait, avec l'aide d'avocats actifs. Mais c'est tout à fait exceptionnel ce qui s'est passé avec Dils. Ce qui est terrible, c'est que c'est, entre guillemets, à l'accusé à prouver son innocence. En plus, tu étais sûrement un enfant timide, non? Extrêmement timide, extrêmement introverti. Il faut également comprendre que je sortais d'une famille extrêmement simple et modeste, qui m'avait inculqué quoi? Des vraies valeurs. Le respect de l'autorité, le respect du monde des adultes, et puis également la politesse. Et comme je viens de vous le dire, en quelques heures, tout s'est effondré, puisque j'ai été trahi par l'autorité, trahi par des adultes, j'ai tout perdu. Aujourd'hui, Patrick Dils, Omar Haddad et Marc Machin sont sortis de prison. Mais tout n'est pas fini, loin de là. Des vies ont été brisées, des enfants ont été traumatisés. La reconstruction va se faire lentement et la justice ne se presse pas, loin de là, vous allez le voir, pour les indemniser, pour indemniser les victimes de ses propres erreurs. Il y a une cassure, il y a eu l'emprisonnement, il y a eu 15 ans de galère, il y a eu 3 procès et une réhabilitation, une innocence retrouvée, un honneur retrouvé, l'honneur de la famille Dils, le mien, mais surtout celui de mes parents. C'est quelque chose qui était important pour moi, parce que comme je l'ai toujours dit,
je ne serai jamais sorti de prison en tant que coupable. L'innocence, je l'ai eue depuis le premier jour, puisque j'ai jamais rien commis, et je ne pouvais pas sortir en tant que coupable. C'était inconcevable pour moi. Alors le 24 avril 2002, donc 15 ans après les faits, tu es acquitté. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Une joie immense qu'on ne peut exprimer. Pour bien comprendre l'intensité de la chose, pendant 15 ans, j'ai quasiment toujours dormi comme un bébé. Je n'ai jamais pris aucun somnifère, je n'ai jamais eu de traitement, je n'ai jamais rien pris. Et là, la première nuit passée dehors, je n'ai pas réussi à trouver le sommeil. Je ne pouvais pas. La joie de retrouver les miens, la joie d'être lavé de cette atrocité, la joie de pouvoir essayer d'avancer dans la vie. Et surtout de pouvoir serrer mon frère dans mes bras, de pouvoir serrer mes parents dans les bras, et puis là encore de fondre en larmes. Et mon frangin, j'ai quitté, j'avais 13 ans. J'ai rien à te dire. La famille Dils pleure. Le père de Patrick a fait un malaise. Il titube, mais crie sa délivrance. C'est comme mon fils est innocent, c'est ça. La famille Dils ne se retrouvera pas seule tout de suite. Bien plus vite qu'il ne l'avait sûrement imaginé, Patrick Dils vient d'être confronté à une première réalité, la réalité médiatique. C'est une famille qui a terriblement souffert et un frère qui a terriblement souffert et qui souffre encore aujourd'hui. Et on n'a pas le droit de les oublier. Pourquoi il souffre aujourd'hui? Parce qu'il est dans mon ombre. Parce qu'il n'arrive pas à avancer dans la vie. Aujourd'hui, il n'y a toujours pas de travail. Je trouve que on oublie trop vite les choses et on passe trop vite à autre chose. Est-ce que la réparation de la douleur de l'entourage est possible? Non, elle ne l'est pas. Bien sûr que non. Une satisfaction peut être apportée. La satisfaction d'avoir triomphé de l'erreur, ce qui n'est pas rien, moralement. Tu as été libéré, mais tu n'as pas été blanchi de l'accusation. Oui, parce que j'étais condamné à 18 ans. J'étais gracié par le président de la République, Jacques Chirac. Mon combat aujourd'hui, c'est il faut la justice, il m'a blanchi. Il faut la justice, en même temps, il cherche la vérité. Parce que comme aujourd'hui tout le monde le sait, il y a des empreintes génétiques. On l'a trouvé sur le lieu de crime. Où s'écrit cette phrase au marmature. Il y a des empreintes génétiques mélangées avec le sang de Madame Marshall. Et toi, tu as fait une expertise génétique pour prouver que ce n'était pas ton empreinte génétique qui était dans ce sang de Madame Marshall. Exactement. Et là, la justice, partie civile, ils se sont dit, les empreintes génétiques, ce n'est pas important. J'étais très choqué. Ça fait aujourd'hui, je demande à la justice, encore une fois, de me le dire à qui appartiennent les empreintes génétiques. Ce n'est pas tombé là par hasard, quand même. Ils appartiennent à quelqu'un. Mais aujourd'hui, on ne connaît pas. Mais tout le monde le sait, ils ne m'appartiennent pas. Et la question que j'ai posée aujourd'hui à la justice, pourquoi on arrête là? Comment tu as réagi, toi, quand tu as appris que ce David Sagnaud s'était présenté de son propre chef, comme ça, au commissariat à Neuilly? Je l'ai appris exactement le jour du 21 mars, donc 3 semaines après. Il y a la brigade criminelle, donc les enquêteurs qui viennent me voir sur le centre de détention de Val-de-Reuil. Ils arrivent, vous êtes bien monsieur machin Marc? Oui, il me serre la main. Donc déjà ça c'est surprenant. Et je dis, oh, c'est anormal, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc je reste courtois, respectueux. Donc il m'interroge, il me montre des portraits robots, est-ce que vous connaissez un tel, est-ce que vous avez déjà fréquenté tel lieu? Non, du tout, je sors rarement du 18e, je suis souvent sur Paris. Ils me disent, ah, voilà, il y a un individu qui s'est présenté au commissariat de la Défense et qui est passé aux aveux, qui a reconnu et a affirmé être l'auteur des 2 meurtres.
J'en ai pleuré les larmes de mon corps. Je me suis soulevé de ma chaise immédiatement. J'ai pris mes mains dans mon visage et je me suis adossé au mur. Et j'ai pleuré pendant au moins 3-4 minutes. Ensuite, j'ai tapé du poing sur la table vers eux. Ils m'ont dit calme-toi, calme-toi, parce que les matons ils commençaient à vouloir me sortir et me faire intégrer la cellule. Et je leur ai dit, voilà, je l'avais dit à vos collègues il y a 6 ans qu'un jour la vérité éclaterait du mensonge et que la lumière serait faite. Mais vraiment, je ne m'attendais pas à ça. Ça relève du miracle. Imaginez, il serait passé dans un camion. Je sortais quand, moi? En 2020, à 35 ans par là. C'est pas la justice qui a reconnu son erreur. C'est pas Machin qui a démontré son innocence. C'est pas la procédure qui a permis de retrouver la vérité. C'est le hasard. Le hasard qui a fait qu'un garçon s'est présenté en disant « c'est moi le coupable ». Mais ça aurait pu ne pas se produire. Ça n'avait même aucune raison de se produire. C'est ça qui est si inquiétant. Tu as été indemnisé par la justice. Est-ce que tu as été suffisamment indemnisé? Si j'avais eu 1 euro ou 100 millions d'euros, ça ne remplace pas les 15 ans. C'est comme si maintenant je vous demandais de prendre les cendres d'une cigarette et de reconstituer la cigarette. C'est impossible. Bien évidemment, l'argent permet de mieux vivre ou d'avancer plus sereinement dans la vie. Moi, ce que j'aurais souhaité, mais là c'est rêver éveillé parce que c'est pas possible, j'aurais tout simplement souhaité que tous les gens qui ont eu affaire à moi de près ou de loin vivent et subissent ce que moi et ma famille avons vécu et subi durant ces 15 années. Pas d'esprit de vengeance? Je n'ai pas de haine, tout simplement. Et aujourd'hui, je pense qu'on m'a fait perdre assez de temps, on m'a volé assez de mon temps, qu'aujourd'hui j'ai plus le droit et j'ai plus le temps d'en gaspiller. Tu vas demander des indemnités à la justice? Pour l'instant, il faut attendre que l'instruction se finisse auprès de Sagno. Et donc, moi, je ne sais pas après par la suite ce qui va se passer au niveau les décisions au niveau judiciaire. J'ai fait une croix sur mon passé. Le passé, c'est le passé. Moi, j'aime me servir du passé à bon escient pour pouvoir construire mon avenir et réussir et percer. Voilà, parce qu'il ne faut pas rester bloqué sur son passé en permanence et rester buté. Il y a eu 1000 et une pensées qui m'ont traversé l'esprit en prison. Que ce soit suicide, broyer du noir, commettre des représailles envers la justice, l'État. Pas l'État, la justice. De leur erreur qu'ils ont faite. J'en ai eu, mais ça sert à rien, non? Il faut être un honnête citoyen et la vie, elle est belle et elle vaut le coup vraiment d'être vécue. Il faut en profiter, parce que les années sont trop courtes. Ça fait 10 ans que tu vis en liberté, mais tu t'es pas reconstruit. Non. Non. Aujourd'hui, tu es handicapé à 80%. Oui. Tu es dans un état, au fond, de grande dépression, de grande tristesse. Ouais. Ta vie a été foutue en l'air et si on arrivait aujourd'hui à te blanchir, tu te sentirais, d'une certaine façon, vengé. Parce que malheureusement, 7 ans et 2 mois et 8 jours derrière les barreaux, ça malheureusement, personne ne peut me le rendre. C'est trop tard. Ça y est, le mal est fait. Mais bien sûr, pour la vérité, on n'est jamais trop tard. Parce que la vérité, déjà, bien sûr, c'est pour moi, pour mes enfants, pour ma famille et bien sûr pour tout le monde. Pour la justice aussi. Pour la France aussi. Parce que la France, c'est un pays de droits de l'homme. La France ne mérite pas d'envoyer déjà innocents derrière la barreau et de laisser les criminels de naturel. C'est pas normal. Et pourquoi tu penses qu'ils ont attendu si longtemps? Pourquoi ils ne se bougent pas, la justice? C'est une question que je pose moi-même. Comme je dis toujours, je suis libre. Ça fait 10 ans, c'est vrai. Mais dans ma tête, je ne suis pas libre. Tu es toujours en prison dans ta tête? Toujours derrière les barreaux dans ma tête. Je voudrais que tu parles un peu de ta vie depuis que tu as été libéré. Tu avais essayé de travailler, non? Tu avais repris un travail? Oui, parce que j'ai sorti compte de cela avec le contrat de travail indéterminé. J'ai travaillé 3 ans à Marseille. Et après, les médecins de travail, ils m'arrêtaient de travailler. Pourquoi? Parce que je n'arrivais pas à me centrer pour mon travail.
Des fois, je fais des bouts, je vois mon travail et mon cerveau, il est derrière les barreaux. Et comme je travaille un peu dangereux, ça fait le médecin de travail et pas prendre le risque qui m'a fait l'arrêt de travail. Donc tu fais quoi de tes journées? Penser. C'est tout, rien. Tu attends, quoi. Exactement. Voilà, j'attends. Voilà. Je vois l'attente. J'attends la justice et fait quelque chose. Merci Omar. Merci à vous. Depuis la diffusion de ce documentaire, Omar Haddad et Patrick Dils continuent de tenter, tant bien que mal, de se reconstruire. Pour Marc Machin, c'est pas exactement la même histoire. En 2009, il retourne en prison pour 3 agressions sexuelles. Fin 2011, il obtient une libération conditionnelle, mais ne respecte pas l'obligation de suivi. Alors il retourne en prison. Et le 20 décembre 2012, c'est libre qu'il a pu comparaître à son procès en révision pour le meurtre de Marie-Agnès Bedeau. Marc Machin devient donc le 7e acquitté de révision de la justice française. Mais vu l'actualité récente de ce jeune homme, un vol de portable avec violence, on ne peut pas dire qu'il soit tout à fait sorti d'affaire. Quant à Omar Haddad, eh bien, c'est une autre histoire. Je me tourne vers toi, Roger-Marc Moreau. Tu continues le combat pour obtenir, enfin, cette révision de Haddad, qu'on voit d'ailleurs dans le sujet. Il est quand même en dépression, quoi. Il se sent toujours pris dans l'histoire. Oui, le seul but maintenant de sa vie, c'est de retrouver son honneur, de recouvrer son honneur et d'obtenir la révision de son procès. En 2002, la requête en révision avait été rejetée, alors qu'il y avait absolument tout déjà pour lui donner satisfaction, c'est-à-dire pour reconnaître son innocence. On venait de découvrir, peu de temps auparavant, que mélangé au sang de Madame Marshall sur les inscriptions en lettres de sang, il y avait des ADN masculins. Ces ADN masculins avaient été comparés à celui d'Omar Haddad, ce n'était pas celui d'Omar Haddad. C'était donc quasi forcément l'ADN du ou des assassins. La Cour de révision va rejeter tout de même la requête en disant il peut éventuellement s'agir d'un ADN de contamination et par conséquent, on n'a pas besoin de l'inscrire au FNAC. Ce qu'ils appellent un ADN de contamination, c'est par exemple des gendarmes qui appelés sur place auraient mis leurs mains sur la porte sans gants. Oui, alors l'avocat de la partie civile va dire que ce pourrait être par exemple un gendarme qui aura éternué sur la scène de crime et qui aura contaminé les inscriptions. Seulement, bien évidemment, c'est absurde. Pourquoi ? Parce que ces ADN vont être découverts sur d'abord les 2 inscriptions, c'est-à-dire sur l'inscription totale « Omar m'a tué » et sur l'autre porte qui se trouvait à distance avec une inscription partielle « Omar mat » et également sur le chevron qui a servi à massacrer Madame Marshall. Donc il aurait fallu que ce gendarme ait un éternuement directif qui réussisse à répéter les 3 inscriptions. Oui, donc c'est du flanc, ça tient pas. Mais comme en plus il va y avoir des tamponnements également sur les autres parties de la porte, on ne trouvera pas cet ADN. On ne le trouve qu'à un seul endroit, c'est mêlé au sang. C'est donc très vraisemblablement un ADN qui correspond à la sueur qui a été déposée à l'intérieur du sang au moment où on procédait aux inscriptions. Donc, Roger Marc, l'enjeu de ce rendez-vous avec Madame Taubira que vous attendez impatiemment, c'est à la fois d'obtenir la révision, enfin, du procès de M. Haddad, mais surtout de mettre la police sur la piste du véritable meurtrier de Mme Marshall. Exactement, d'autant que nous avons déjà des pistes que nous avions exploitées à l'époque, des noms que nous avions donnés à la commission de révision. La commission de révision était favorable à la révision, elle avait demandé le renvoi, elle avait demandé la révision à la cour de révision. C'est la cour de révision qui, au dernier moment, prendra la décision de fermer l'affaire et de ne pas donner la révision à M. Omar Haddad. Mais pour quelle raison, au fond ? Je pense qu'il s'agit de pression exercée par des personnes certainement bien placées. Psychologiquement, il en est où, Omar ? Omar Haddad est en pleine dépression. Il ne vit plus que pour une chose, c'est pour obtenir la révision de son procès. Merci, Roger-Marc Moreau. À bientôt pour un nouveau dossier Carl Zero.